Après avoir vu ce que propose notre personnel politique, nous, on a voulu regarder des questions qui nous paraissent vraiment importantes et à soulever, et on espère les retrouver dans les débats politiques à venir. C'est notre troisième séquence. Est-ce que l'apprentissage est une bonne solution et pourrait-on dire une solution miracle ? Alors, effectivement, la particularité, je pense que ça, c'est aussi un discours qui a été très largement porté par la classe politique, c'était de dire que l'apprentissage pouvait constituer une solution présentée souvent d'ailleurs comme une solution miracle, parce que relevant d'un dispositif qui permettrait aux élèves qui sont les plus éloignés des attendus scolaires de se former, et de se former de manière particulièrement efficace. C'est un élément qui questionne parce que, et je me référais sur ce point sur les enquêtes qui ont été produites par un sociologue qui s'appelle Gilles Moreau et qui montre qu'en réalité, ceux qui réussissent le mieux en apprentissage, ce sont aussi ceux qui ont le plus de capitaux scolaires. De ce point de vue, faire l'hypothèse que l'apprentissage, et notamment je me réfère à des formulations de propositions telles que l'apprentissage à 14 ans, c'est faire peu de cas du fait qu'on imagine que ces apprentis de 14 ans ne sont pas les plus familiers du système scolaire, et c'est faire peu de cas de ces enquêtes sociologiques qui montrent bien que plus ils sont jeunes, moins ils sont dotés en capitaux scolaires, plus ils risquent de ne pas sortir gagnants de cette période de l'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Il y a un autre élément qui est très largement souligné aussi par Gilles Moreau, c'est que l'apprentissage est un espace extrêmement ségrégatif. L'apprentissage est un système qui reproduit énormément les inégalités. Les jeunes filles y sont absentes. Alors évidemment, tout dépend des filières d'apprentissage que l'on prend en considération, hein, mais de manière générale, en moyenne, les filles sont beaucoup plus absentes de l'apprentissage que les garçons. Et de la même manière aussi, les jeunes d'origine immigrée sont bien plus absents de l'apprentissage que les natifs. Ce sont quand même des données qu'il me semble important de souligner, parce que mettre en évidence le fait que l'apprentissage pourrait constituer une solution miracle, c'est aussi ne pas accorder beaucoup de cas au fait que les jeunes ont pour charge de trouver leur propre entreprise, et que les entreprises candidates à l'accueil des apprentis ne sont pas monnaie courante. C'est faire peu de cas du fait que ceux qui ont le plus de difficultés, ce sont ceux qui ont l'origine sociale la plus défavorisée. Par exemple, en milieu rural, les jeunes qui, en réalité, sont enfants d'artisans ou de commerçants et qui disposent d'un réseau de sociabilité qui leur permettent d'investir des entreprises, des commerces, des artisanats, trouvent plus facilement de l'apprentissage que les enfants qui seraient, par exemple, en milieu urbain. Donc, ce sont quand même des données à avoir en tête. L'apprentissage se déployant énormément aussi dans l'enseignement supérieur, hein, je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il convient d'avoir en tête. Donc on a très peu de données, en réalité très peu de résultats de la recherche sur la question de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. C'est encore un champ à investir et qui commence à être investi, mais voilà, sur le caractère ségrégatif de l'apprentissage, je pense que la question se pose autant pour les moins diplômés, donc je pense aux élèves qui préparent des bacs professionnels notamment, que pour des étudiants qui préparent des licences professionnelles. Donc les deux questions méritent de se poser. Donc un deuxième sujet qu'on souhaitait aborder, c'est la différence entre école privée et école publique. L'école privée est-elle meilleure ou devient-elle meilleure que l'école publique ? Alors, de mon point de vue, c'est une question intéressante parce qu'elle permet en fait de souligner un phénomène grandissant qui est celui de la mise en concurrence des établissements publics et privés. Alors, ce phénomène de mise en concurrence s'analyse de plusieurs manières. Il a été analysé notamment par les sociologues et il révèle, à mon sens, plusieurs choses. Il révèle d'abord le déploiement de ce qu'on a appelé des stratégies parentales de contournement de certains lieux scolaires considérés comme des lieux repoussoirs. Ça, c'est une sociologue, Agnès Van Zanten, hein, qui l'a très bien montré. C'est que dans des espaces scolaires particulièrement ségrégés, donc on peut prendre ici, pour le coup, l'exemple de l'Île-de-France, mais même l'exemple de Paris intramuros, par exemple, où on va avoir des quartiers où les écoles sont extrêmement convoitées et d'autres où elles ne le sont pas du tout. On va avoir dans les lieux scolaires, les espaces scolaires qui ne sont pas convoités, le déploiement de stratégies parentales qui vont permettre de contourner la carte scolaire. Et un des moyens de contourner la carte scolaire, c'est de s'orienter vers l'enseignement privé. C'est une des possibilités offertes aux parents
pour préserver ce qu'ils considèrent être comme une nécessaire préservation de la scolarité de leurs enfants, dans des espaces où on observe de grandes différences dans l'offre scolaire entre des établissements des arrondissements populaires et des établissements des arrondissements les plus privilégiés de Paris. Je pense que ce phénomène nous révèle aussi un autre point extrêmement important dès lors qu'on réfléchit un peu sur l'école, c'est en réalité la pression scolaire qui pèse sur les individus. Cette pression scolaire, elle pèse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, en réalité, le diplôme est nécessaire, mais il est loin d'être suffisant. Ce qui conduit un certain nombre d'individus, les plus familiers du système scolaire, en réalité, à contourner les logiques du fonctionnement scolaire et à contourner, donc, comme je le disais, ce phénomène de carte scolaire. D'ailleurs, une des manières proposées par Najat Vallaud-Belkacem de lutter contre les inégalités scolaires, c'était de re-questionner le principe de la carte scolaire. Or, ce qu'on observe, c'est que vous la mettiez en œuvre ou vous la mettiez pas en œuvre, le problème est le même. C'est-à-dire que les parents les plus dotés, du point de vue des capitaux scolaires et du point de vue du capital financier, vont pouvoir déployer un ensemble de stratégies qui vont leur permettre de contourner les établissements dits repoussoirs. C'est dire à quel point l'école se heurte, là encore, à ce qu'elle produit et reproduit comme type d'inégalité socio-scolaire. Il nous reste un petit peu de temps, alors je voudrais en profiter pour aborder un troisième point, parce qu'on en a beaucoup entendu parler pendant ce quinquennat. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis sur la question, je ne me le représente pas bien, c'est la question des rythmes scolaires. On en a beaucoup parlé, ça a fait débat. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est... Est-ce que c'est vraiment un point saillant? Est-ce que c'est vraiment un point problématique pour l'éducation nationale, ces rythmes scolaires dans l'enseignement élémentaire? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre par oui ou par non à cette question, mais en tout cas, ce qui est intéressant dès lors qu'on s'est attaché à la question des rythmes scolaires, c'est que souvent, en fait, pour déterminer quel serait le meilleur rythme scolaire pour un enfant, on en appelle aux spécialistes que sont les psychologues du développement notamment, ou les psychologues cognitivistes. Et effectivement, c'est sur la base de ces enquêtes et de ces études qu'on a fait le choix de bouleverser un peu le rythme scolaire des enfants. Mais la question qui s'est posée en réalité, c'est pas simplement la question du changement des rythmes scolaires, c'est la manière dont elle a posé une autre question qui était l'accompagnement des enfants lorsqu'ils n'étaient plus en classe. C'est-à-dire comment, effectivement, on accompagne du coup le temps périscolaire. Alors, on a eu beaucoup de débats, notamment, alors je crois me souvenir que concernant Paris, ça a été particulièrement important, c'est-à-dire que selon les arrondissements, là aussi, on avait un personnel périscolaire plus ou moins bien formé pour proposer, sur les temps qui n'étaient plus des temps scolaires, pour proposer des activités pertinentes et intéressantes pour le développement des enfants. Et dans beaucoup de lieux scolaires, parce que finalement on n'avait pas pris la mesure de toutes les conséquences de ce type de mesure, qui est quand même de former un personnel compétent. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose des mesures, il faut qu'on puisse avoir un personnel qualifié pour entourer l'accueil des enfants hors temps scolaire, ce qui ne s'est pas opéré de manière efficace. C'est-à-dire qu'on a eu des arrondissements, on a eu des communes de la banlieue parisienne qui étaient extrêmement dotées déjà en personnel périscolaire efficace et de qualité, qui pouvaient proposer des activités périscolaires intéressantes et pertinentes. Et puis, dans d'autres lieux, on s'est retrouvé avec des personnels non formés. Donc, pour beaucoup de parents, c'était en fait une perte de temps sur le temps scolaire classique, puisque en réalité, il n'y avait pas de prise en compte réelle des élèves.